Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Le premier remaniement ministériel sous l'ère de la rupture est intervenu le vendredi 27 octobre 2017. C'est suite à ce réaménagement de l'équipe gouvernementale que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a vu le jour, avec à sa tête Modeste Tiunte Kérékou, qui a été nommé donc pour impulser les réformes dans 3 secteurs d'activité, à savoir l'artisanat, les PME et la promotion de l'emploi. Voilà bientôt 7 ans qu'il est à la tâche, mais pour quel bilan? Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Voilà le sujet principal au cœur de cette émission que j'ai le plaisir de conduire avec mon confrère de la chaîne Eden TV. Donc là, Mabalo, bonsoir. Bonsoir Bruno Kakpo, bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir Monsieur le ministre Kérékou. Bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de faire cet exercice-là de reddition de comptes pour faire un tour d'horizon des actions menées à la tête de ce département ministériel. Donc là, c'est à vous. Monsieur Kérékou, ça fait 7 ans que vous êtes à la tête du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. 7 ans après, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être sclérosé, d'être fatigué, d'avoir tout fait et que plus rien ne reste à faire? Merci, messieurs les journalistes. Bonsoir à nouveau aux téléspectateurs qui nous suivent. C'est vrai que 7 ans viennent de s'écouler depuis que nous sommes dans la charge, sans véritablement nous en rendre compte, tant les défis, tant les chantiers sont présents et nécessitent un travail acharné sans désemparer tous les jours. Avoir le sentiment d'avoir tout fait, ce serait prétentieux de ma part. Parce que vous savez, l'important département ministériel qu'il a pu le chef de l'État de nous confier depuis 2017 est un département qui impacte la vie de millions de nos concitoyens au quotidien. J'ai l'habitude de dire, quand on donne l'intitulé du ministère, ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, c'est y compris l'important secteur de l'artisanat qui emploie un actif sur 4 dans notre pays. Quand on a l'honneur et l'immense privilège de servir le pays, de servir ses concitoyens, on ne peut pas avoir le sentiment d'avoir déjà tout fait, surtout dans un contexte comme le nôtre, et on ne peut pas avoir le sentiment d'être fatigué ou d'être sclérosé. Le président de la République a l'habitude de nous dire qu'il demande à ses collaborateurs, aux membres de son gouvernement, de travailler jusqu'à l'épuisement, s'il le faut. Justement, voilà, vous êtes à la tâche. 3 sous-secteurs d'activité, on l'a dit, la promotion des petites et moyennes entreprises, l'artisanat, mais également la promotion de l'emploi. Nous allons faire un tour d'horizon de ces 3 sous-secteurs d'activité. Commençons par les petites et moyennes entreprises. Voilà 7 ans, quel bilan? L'environnement des PME dans notre pays depuis 2016, avant même la création du ministère, a beaucoup changé, a beaucoup progressé qualitativement. Qu'est-ce qui a changé? Quand le président de la République a pris l'engagement d'assurer la transformation structurelle de l'économie béninoise, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur des PME est concerné. C'est pour ça que depuis 2017, beaucoup de réformes législatives et réglementaires ont été engagées. Beaucoup de lois ont été votées par notre représentation nationale. La loi sur le code des investissements, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises, par exemple, la loi sur la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre, de résiliation des contrats, etc., etc. Je pourrais en citer bon nombre. Mais pour faire simple, je dirais que de la facilité et de la simplification ont été apportées.
La PIEX, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, a été totalement réformée au niveau de cette agence et d'autres agences qui opèrent sur le chantier de l'accompagnement des PME. La lisibilité aussi a été apportée. J'ai parlé de la PIEX, je peux vous parler aussi de l'ADPME, du FNDA, etc. Nous avons apporté de la lisibilité sur les interventions publiques, en plus d'avoir simplifié, d'avoir dématérialisé les procédures. Voilà. Parlons justement de ces deux guichets, Monsieur le ministre, le Fonds national de développement agricole et l'ADPME. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de deux structures importantes qui sont les bras armés de l'État, du gouvernement, pour accompagner deux catégories de PME. Le gouvernement a fait l'option de scinder ses appuis en deux catégories. Le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui existait déjà par ailleurs, a été totalement restructuré et a été pourvu de 3 guichets d'intervention pour accompagner exclusivement les entreprises dans le secteur, qui opèrent dans le secteur agricole et les agripreneurs. À côté de cela, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a été créée, l'ADPME, et elle a vocation d'accompagner toutes les autres PME qui opèrent dans tous les secteurs d'activité économique possibles, à l'exception du secteur agricole, qui revient exclusivement au Fonds national de développement agricole. Donc, ces deux agences ont vocation à assurer un continuum de services publics pour les PME. Et je veux vous rappeler que dans notre pays, par la loi qui a été prise pour le développement des PME, là-bas a été montée un peu plus vers le haut. Avec quels moyens l'ADPME et le FNDA? ADPME, plus de 22 milliards de nos francs. Permettez-moi de vous dire peut-être et à l'attention des téléspectateurs aussi que dorénavant, dans notre pays, toute entreprise de tout secteur confondu qui a un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 2 milliards relève du secteur des petites et moyennes entreprises. Avec quel moyen, vous faites bien de poser la question. Depuis 2018, quand nous avons fini la restructuration du FNDA, le gouvernement a doté cette agence, ce fonds, de plus de 100 milliards pour accompagner tous les promoteurs d'entreprises dans le secteur privé, les agripreneurs comme on les appelle, de ressources par le biais du faire parce que le FNDA opère par les systèmes financiers décentralisés. Donc, il accompagne, il finance aussi bien les primo-entrepreneurs dans le secteur agricole que les entreprises, les PME déjà établies à travers la facilitation d'accès au financement, aussi bien auprès des systèmes financiers qu'auprès des banques. Pour ce qui concerne des PME qui a vocation à prendre en charge les autres PME, toutes catégories confondues, il faut dire que le gouvernement lui a donné comme tâche principale de faire beaucoup plus de l'accompagnement non financier. Qu'est-ce que nous entendons par l'accompagnement non financier? Ça peut être un diagnostic stratégique, ça peut être un diagnostic opérationnel, ça peut être des formations, des remises à niveau, etc. En fait, nous disons que l'ADPME a vocation à dérisquer les petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'avoir accès plus facilement au financement, parce que l'ADPME, c'est une structure de l'État.
l'État n'est pas un banquier ni un système financier décentralisé. Nous n'avons pas vocation à dispenser par nous-mêmes directement du crédit. Mais nous confions d'importantes ressources aux professionnels du crédit, les banques, les systèmes financiers décentralisés. Nous accompagnons les PME dans ce qui constitue leur goulot d'étranglement ou leur talon d'Achille, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à avoir de financement auprès des banques et des systèmes financiers décentralisés. Nous les aidons à corriger, sinon à gommer les failles ou bien les faiblesses qui font que les banques et les systèmes financiers ne veulent pas leur passer de l'argent. Vous avez mis combien de milliards dans la DPME? La DPME, à sa création, a été dotée de plus de 2 milliards pour ces interventions. Et je vous ai dit que la DPME ne fait pas l'accompagnement financier. Il fait surtout l'accompagnement non financier. Et c'est une structure, depuis sa création en 2020, qui reçoit régulièrement de la part du ministère dont nous avons la charge une subvention de 2 milliards chaque année pour ces opérations. Tout à fait. En guise d'illustration de cet accompagnement de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, nous allons faire un tour à la régie pour suivre ce sujet. Dans sa vision de promouvoir les petites et moyennes entreprises, le gouvernement a appuyé la société Biopharm dans la réalisation et la mise en service de son usine de transformation de jus de fruits. Une unité de production, un bloc administratif et un rôle de stockage composent la structure implantée à Yokpo dans la commune de Zé. Résultant d'un partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, l'entreprise a bénéficié d'un accompagnement financier d'environ 145 millions de francs CFA. Pour cette année 2024, nous avons 1 milliard pour accompagner les micro-petites entreprises immédiatement disponibles. Je dis bien immédiatement disponibles. Comme Biopharm, d'autres micro, petites et moyennes entreprises ont bénéficié du soutien de l'État. C'est le cas de l'entreprise Asgreen, spécialisée dans la production de jus de fruits, dans le cadre du projet Pro-PME. Je dirais merci au gouvernement. Merci. Parce que à travers la DPME, avec le projet Pro-PME, on a eu à faire plusieurs thématiques, plusieurs formations. La particularité ici est que il y a eu plus de professionnalisme et vous êtes suivis à tout moment. Suivre les entrepreneurs dans un cadre formel, voilà l'autre défi du gouvernement concrétisé avec l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Une innovation du guichet unique des PME au Bénin dont le but est de recenser l'ensemble de ces petites et moyennes entreprises suivant leur statut afin de leur faire bénéficier du soutien de l'État. C'est dans ce cadre que l'Agence de développement des PME a développé, avec une forte assistance de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, la plateforme de service public de délivrance de l'attestation d'identification du statut de la MPME. La présente plateforme que nous avons l'occasion de vous présenter répond donc à l'exigence de ces dispositions et va constituer le principal moyen de demande et d'obtention de la qualité de micro, petites et moyennes entreprises pour toutes les entreprises du Bénin désireuses de bénéficier des divers appuis publics. Toujours dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises, la DPME a organisé des formations au profit des unités locales de promotion de l'emploi dans les 77 communes du Bénin en coaching entrepreneurial. L'objectif, c'est de permettre à ces unités d'informer, d'orienter et d'accompagner efficacement les jeunes et les femmes de leur commune à l'élaboration de projets d'entreprise susceptibles d'être soutenus par le gouvernement. Voilà un exemple concret de l'accompagnement de l'État aux petites et moyennes entreprises, mais sont-elles toutes informées ou ont-elles toutes la chance donc de bénéficier de cet accompagnement? Nous avons ouï dire que pour bénéficier, n'est-ce pas, de l'accompagnement du Fonds national, il faut avoir des soutiens à un niveau ou à un autre, il faut appartenir à une chapelle politique et tout le monde n'a pas accès à ces 100 milliards mis à disposition par le gouvernement. Est-ce que c'est vrai? Je puis vous rassurer que depuis 2016, avec l'avènement
du président Patrice Talon à la magistrature suprême de notre pays, plus aucun de nos compatriotes ne peut croire à une telle assertion. Vous savez, le président Patrice Talon et son gouvernement ont fait la preuve, et cela est unanimement reconnu par tous nos compatriotes et dans tous les secteurs, qu'il n'est plus question, il n'est plus nécessaire d'avoir soit, disons, un proche, un parent, un soutien politique pour vous faciliter l'admission à tel concours ou le bénéfice de ceci ou cela. Donc, je peux vous garantir qu'il n'est pas question de cela. Vous avez cité le Fonds national de développement agricole. Les agripreneurs peuvent témoigner par eux-mêmes. L'État met des dispositifs d'accompagnement en place. Mais nous ne pouvons accompagner que ceux qui expriment le besoin de se faire accompagner. Et comment exprimer le besoin de se faire accompagner? C'est de se manifester devant les guichets de ces structures. Et pour faciliter encore les choses, le gouvernement a instruit pour que toutes les procédures soient dématérialisées. Ça veut dire que toutes ces agences ont des plateformes, ont, j'allais dire, des sites sur lesquels vous pouvez postuler, que ce soit le FNDA, l'ADPME, d'autres programmes comme le PSUE sur lesquels nous reviendrons si nous sommes dans le sous-secteur de l'emploi, par exemple. Donc, je peux vous dire que tous nos compatriotes qui sont dans le secteur agricole, qui s'adressent au FNDA, les agents, les cadres du FNDA, les prestataires du FNDA, ne leur demandent pas qui les a recommandés ou ils sont de quelle obédience politique. Nous ne sommes en 2024, notre pays n'est plus, par la grâce de Dieu, à ce niveau, je puis vous assurer. Justement, Monsieur le ministre, nous savons que l'environnement économique est difficile aujourd'hui, pas seulement au Bénin, mais sous d'autres cieux, avec les crises qui se multiplient. Pour les entreprises, le climat des affaires, c'est vrai, on en parle, mais ce n'est pas toujours évident pour certaines entreprises. Avec du recul, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'environnement entrepreneurial, on va dire? C'est vrai, l'environnement sous-régional et international, à tout le moins, n'est pas favorable. Et c'est un euphémisme. En dépit de cela, l'économie béninoise a prouvé sa résilience, basée sur essentiellement 3 piliers selon moi. La vision du président de la République et les réformes pertinentes qui ont été engagées. La rigueur dans la gestion des finances publiques par le gouvernement dans son ensemble et plus spécifiquement le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. C'est salué par toutes les voies autorisées dans le domaine. Il n'est pas nécessaire que je revienne dessus. Et enfin, j'allais dire, le dynamisme de nos compatriotes, que soit les femmes, nos mamans des marchés, les jeunes entrepreneurs, les start-upers, etc., les commerçants, de par leur travail acharné, malgré cet environnement plutôt défavorable, notre pays affiche régulièrement, depuis 8 ans, un bon taux d'accroissement de notre PIB qui a été salué par des agences de notation. Notre pays, après 60 ans, est passé de la catégorie des pays pauvres, j'allais dire, aux pays pas riches, mais bon, économie émergente, aux pays émergents et salué, et cela a été salué par toutes les structures internationales. Donc, l'environnement des petites et moyennes entreprises aussi
de ce fait, est impactée. L'attractivité de notre pays s'en est trouvée augmentée et donc nos jeunes trouvent un peu plus facilement de l'emploi. Du moins, ceux qui ont les compétences dans les secteurs qui sont sollicités par les promoteurs et les créateurs d'entreprises. Vous parlez justement d'emploi, Monsieur le ministre. La promotion de l'emploi sous le régime du président Patrice Talon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? La promotion de l'emploi n'a pas échappé aux réformes initiées par notre gouvernement. Avant 2016, il y avait plusieurs structures éparses qui travaillaient pour la promotion de l'emploi, avec parfois, j'allais dire, de la répétition. Là encore, le gouvernement, nous avons procédé, je ne pourrais pas dire que j'ai procédé sur instruction du gouvernement, au nettoyage du secteur public d'accompagnement dans l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi a été revue et repositionnée en tant que guichet unique du secteur de l'emploi pour administrer toutes les interventions susceptibles de faciliter l'obtention d'un emploi à nos jeunes. Vous savez, je l'avais dit, c'est vrai, l'État crée de l'emploi dans ces secteurs régaliens. Depuis 2016, il y a eu des milliers de jeunes recrutés dans la fonction publique, dans le secteur de la magistrature, au profit des forces de défense et de sécurité, dans l'important secteur de la santé, les médecins, tous les corps de métier du domaine de la santé, sans oublier l'enseignement. Quand on a fini de nettoyer ce secteur, en plus de ce que la NPE dispense comme prestation, le gouvernement a initié le PSIE, le Programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui est une initiative du gouvernement qui nous permet de régler deux problèmes par une seule intervention. Fournir de la main-d'œuvre qualifiée et compétente au profit des petites et moyennes entreprises, parce que nous avons observé que certaines PME, notamment, pour passer à l'échelle, pour croître, parfois ont besoin de renforcer leurs ressources humaines. Comme il est admis qu'il n'y a que de richesse que d'hommes. Ouais. Mais parfois, leur trésorerie insuffisante ne leur permet pas d'engager les compétences nécessaires, les ressources humaines nécessaires. Le gouvernement, par le PSIE, a réglé ce problème. D'autres jeunes, quoique qualifiés, quoique disposant des compétences, n'arrivent pas à trouver un emploi, à vendre leurs compétences. Donc, le gouvernement s'est engagé, c'est vrai, pour un début, à dire quoi? Face à ces deux problèmes, j'engage un programme spécial qui permet, chaque année, le gouvernement a fixé là-bas à 2000 emplois, qui permet de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises qui le désirent 2000 compétences, 2000 jeunes pour les renforcer dans leurs activités. Mais ce n'est pas la NPE ou le ministère dont j'ai la charge qui envoie les gens. Non. La demande vient des chefs d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui peut dire « j'ai besoin d'un cadreur, j'ai besoin d'un développeur, j'ai besoin d'une secrétaire, j'ai besoin d'un comptable, d'un graphiste, etc., etc. » Une fois qu'il exprime ce besoin, l'Agence nationale pour l'emploi qui opère le dispositif à travers les jeunes qui ont candidaté et qui ont ce profil, et je dois préciser que tout est dématérialisé, comme j'avais dit. C'est sur la plateforme que le matching se fait pour voir l'entreprise a estimé un besoin de compétences en informatique, quels sont les jeunes
qui ont candidaté, qui ont mis leur CV sur la plateforme pour dire qu'ils ont cette compétence. Et le système fait le matching et peut dégager une dizaine de profils susceptibles d'intéresser cette entreprise. Cette entreprise est invitée. Elle envoie un représentant légal, son premier responsable, son responsable des ressources humaines, qui procède par un test d'embauche, une interview avec les candidats présélectionnés et cette entreprise retient par elle-même le profil qui lui semble le mieux adapté à son besoin. Comme je le disais tantôt, là encore, aucun besoin de connaître ni le ministre en charge de la promotion de l'emploi, ni le directeur général de la NPE, ni quelques hauts fonctionnaires de l'État. Tout est dématérialisé. Tout se fait dans la transparence. Il est important qu'on insiste dessus et en conséquence que j'invite les jeunes, peut-être quelqu'un en quête d'emploi, une bonne compétence, nous suit. Oui, je voudrais l'inviter à consulter la plateforme. À consulter le site du PSIE, www.psie.bj, et à candidater, et je peux l'assurer qu'elle peut avoir beaucoup de chances d'être retenue. De 2020, M. Akako, M. Abalo, que nous avons commencé à opérationnaliser ce dispositif, nous avons déjà facilité l'insertion de plus de 2000 jeunes avec un coût financier de plus de 7 milliards. Donc, à la fois, c'est un concours aux entreprises et aux jeunes aussi. La promesse du gouvernement, c'est 2000 jeunes par an, avec une incidence financière de plus de 6 milliards. Sur combien d'années? Je vous ai dit qu'après 3 ans, ouais. Ça veut dire que nous n'arrivons même pas à atteindre les 2000 jeunes. Nous n'arrivons même pas à atteindre les 2000 jeunes. Pourquoi? C'est pour ça que nous-mêmes et nos services, nous échinons à rendre l'information disponible partout. Justement, on va voir quelques jeunes qui ont bénéficié donc de ce programme, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, mais également il y a l'autre, le prodige, le projet d'inclusion des jeunes qui a également produit des effets. Nous allons faire un tour à la régie pour voir ces jeunes-là qui ont témoigné donc d'avoir bénéficié donc, de ces initiatives. La mise en œuvre opérationnelle de la politique nationale de l'emploi confiée à l'Agence nationale pour l'emploi a connu ces dernières années de grands changements. On est passé progressivement des stages sans issue à des mesures gouvernementales qui se sont avérées nettement plus efficaces. Il s'agit notamment du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE et du projet d'inclusion des jeunes Prodige. Le premier est intervenu dans un contexte marqué par l'urgence d'agir pour améliorer l'employabilité des jeunes et positionne les entreprises au cœur de l'insertion durable des jeunes candidats à l'emploi. Le second vise à accroître d'une part l'inclusion économique des jeunes entre 15 et 30 ans en situation de sous-emploi et d'autre part à renforcer les services de l'emploi et les systèmes de formation technique et professionnelle au Bénin. Avec le programme spécial d'insertion dans l'emploi, on note un taux d'insertion, c'est-à-dire de rétention des jeunes qui trouvent réellement de l'emploi qui va au-delà des 50% aujourd'hui. Au total, en 2 ans d'intervention, le PSIE a permis à plus de 3500 jeunes de bénéficier de ce programme et à plus de la moitié de trouver du travail. Au niveau du projet d'inclusion des jeunes, où nous avons plus de 10 000 jeunes qui ont été impactés aujourd'hui, nous avons également un taux d'insertion au-delà des 50%. C'est dire donc que les mesures actuelles aboutissent à l'emploi des jeunes. Pictonsou Félix, Atcheum Paterne et Rounuvi Elias ne diront pas le contraire. C'est d'ailleurs grâce au dispositif Azoli, première composante du projet d'inclusion des jeunes, que le troisième s'est fait un nom dans la société. J'ai eu l'information d'Azoli à travers la radio Mono La Voix de l'Okosa. Et il disait d'aller nous faire inscrire dans les antennes de l'ANPE ou dans les mairies. Donc je suis allé à la mairie à Thieme. De là, ils m'ont appelé à GDIZ. J'ai fait l'entretien et ils m'ont retenu. Et j'ai fait 6 mois de stage.
maintenant j'ai un emploi. Je pense que Azoli, c'est l'avenir. Moi aussi, je suis bénéficiaire d'Azoli. C'est une opportunité qui aide beaucoup de jeunes. Avant, je ne savais pas faire des serviettes, des draps, des oreilles. Mais maintenant, je peux le faire sans souci. C'est une chance que m'a offert Azoli. Grâce à Azoli, je bénéficie de mon salaire. Et grâce à ce salaire, je ne dépends plus des parents. Je me suis retrouvé ici grâce au programme social du gouvernement, PSIE. C'est un programme qui permet aux jeunes de vite se retrouver sur le marché de l'emploi et aussi d'acquérir assez d'expérience professionnelle. Je remercie beaucoup le gouvernement béninois pour cette opportunité qu'il nous accorde parce que non seulement nous sommes là pour gagner de l'expérience, mais en plus de ça, nous recevons un salaire. Donc c'est vraiment très bien et j'informe tous les jeunes qui n'ont pas encore de l'information par rapport à ce programme de rapidement chercher la plateforme PSIE sur Google et d'aller créer leur compte, postuler et nous rejoindre. Que ce soit dans les domaines du textile, de la mécanique, des énergies renouvelables, de la transformation agroalimentaire et de bien d'autres, travailler et gagner sa vie en tant que jeune est désormais possible grâce aux actions du gouvernement du président Patrice Talon, plus que jamais décidé à résorber le chômage en République du Bénin. Voilà, témoignage de jeunes béninois qui ont fait leur incursion sur le marché du travail grâce au prodige, le projet d'inclusion des jeunes, dont l'une des composantes est le dispositif Azoli. Azoli est ainsi traduit sur le chemin de l'emploi. Alors, Monsieur le ministre, nous avons abondamment entendu dans l'élément qui a été diffusé le projet Azoli. Nous avons entendu parler de la GDIZ de Glodigbe, pourvoyeuse d'emploi. Nous avons également entendu parler du projet spécial d'insertion dans l'emploi. Vous-même, vous en avez déjà suffisamment parlé sur le plateau. Le dispositif Azoli, concrètement, quelles sont les opportunités que ce dispositif offre aux jeunes béninois? Merci de l'occasion que vous me donnez d'éclairer nos téléspectateurs sur le dispositif Azoli. Le dispositif Azoli est la composante 1 du projet d'inclusion des jeunes. Nous avions parlé tantôt du PSIE qui adresse, j'allais dire, les compétences des jeunes diplômés post-bac, BTS, licence, master jusqu'au doctorat. Le gouvernement, pour ne laisser qu'une couche sociale de notre pays à la traîne, a formulé ce programme avec l'accompagnement de la Banque mondiale où nous avons sur 5 ans à accompagner 25 000 jeunes dans l'emploi salarié. Et cette fois-ci, la caractéristique, c'est des jeunes de 18 à 35 ans, peu ou pas du tout scolarisés, maximum BEPC, mais qui ont également besoin de travailler, qui ont également besoin de gagner leur vie, avec un traitement spécial pour cette commune frontalière, où nous savons que les jeunes dans ces communes frontalières avec les pays voisins, vous savez que notre pays, le Bénin, a frontière avec presque 4 pays, le Nigeria, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Donc, les communes frontalières du nord comme du sud de notre pays, la jeunesse de ces communes est traitée de façon spécifique à travers le projet Azoli. Le projet Azoli, je vous ai dit, c'est 5 ans, c'est de 2020 à 2025. Nous avons pour score 25 000 jeunes à insérer et 6 000 jeunes à aider sur le chemin de l'entrepreneuriat, notamment dans les métiers de l'artisanat. Ça veut dire qu'il faut les sélectionner dans nos 77 communes et particulièrement dans les 37 communes dont je viens de parler. À cet effet, je voudrais remercier les maires pour le précieux concours qu'ils nous apportent dans l'opérationnalisation de ce projet. Ces jeunes seront formés et ces jeunes vont passer le CQP, le certificat de qualification professionnelle, et ces 6 000 jeunes vont recevoir une subvention
pour faciliter leur installation. Ça, c'est pour ceux qui vont bénéficier du volet emploi indépendant de Azoli. Pour l'emploi salarié de Azoli, nous avons 25 000 jeunes à impacter dans tout le pays, dans toutes les 77 communes. Nous sommes à un peu plus de 10 000 jeunes impactés déjà. Là aussi, les sélections, la candidature se fait sur les canaux digitaux de l'ANPE, du Prodige. Je ne vais pas me répéter, sinon je n'en finirai pas de dire que tout est dématérialisé et sans aucune influence, qu'elle soit politique ou religieuse ou partisane, etc. Donc voilà ce que je veux dire et saisir l'occasion à nouveau pour demander à tous nos jeunes où qu'ils se trouvent dans le pays et qui font partie de la cible à candidater, que ce soit pour l'emploi indépendant que pour l'emploi salarié. Donc là, on parlait la zone industrielle de Glodjigbe, une zone aujourd'hui pourvoyeuse d'emplois. Mais la vraie question qui se pose est comment est-ce qu'on peut démultiplier de telles initiatives et faire en sorte que, aussi qu'il y ait une spécialisation pour qu'il y ait des jeunes bien formés avec une main-d'œuvre qualifiée. La stratégie que le gouvernement a adoptée, la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous savez, dans les unités industrielles, c'est vrai qu'on a besoin des diplômes académiques parce qu'il y a les fonctions support. Il y a les fonctions support, la direction, le secrétariat, etc., le commercial, le marketing, etc. Mais pour travailler dans les usines, j'allais dire, c'est les métiers qu'il faut, c'est de la qualification qu'il faut. C'est pour ça que le gouvernement a clairement basé sa stratégie sur la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le président de la République l'a dit, d'ici quelques années, nous souhaitons que sur 10 personnes qui sortent, qui finissent leur formation, leur cycle d'études, 7 personnes soient issues de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parce qu'avec le taux de croissance de la démographie dans notre pays, avec le taux de diplômés qui sortent ou bien qui sont livrés sur le marché de l'emploi chaque année, quelques 200 000, il est clair que nous aurons du mal à offrir à tous ces jeunes qui quittent légitimement un emploi des possibilités d'emploi, alors que les emplois massifs existent dans le monde professionnel, dans le monde industriel. Mais là, nous sommes totalement en déficience. C'est pour ça que le gouvernement a opté pour cette stratégie. Monsieur Akakpo, je me rappelle qu'en 2016, dans le projet de société du président Talon et dans le PAG 2016-2021, quand le président indiquait que l'action qui est menée nous permettrait de créer 500 000 emplois. D'autres avaient un peu moqué et étaient un peu dubitatifs. On en est à combien aujourd'hui avec les Nous n'avons pas eu de cesse de dire qu'il ne s'agissait pas de créer des emplois dans la fonction publique. De faciliter la création. J'ai le bonheur de vous dire qu'en 2020, déjà, soit un an avant le thème du premier quinquennat du président Patrice Talon, nous avions l'INSAE d'alors, INSTA d'aujourd'hui, avait dénombré plus de 800 000 emplois créés. C'est-à-dire que vous avez dépassé l'objectif fixé. À un an avant le thème du quinquennat. Pour le deuxième quinquennat, 2021-2026, avec toutes les réformes qui sont engagées, avec la zone industrielle de Glodjigbe qui va prendre son envol, le gouvernement a annoncé
la création de 1 500 000 emplois pour le second quinquennat. Je vous épargne les résultats du premier quinquennat. Ce n'est pas une addition. Les 1 500 000 emplois seront créés sur la période du deuxième quinquennat, 2021-2026. Là encore, je veux que vous preniez note et que d'ici, je sais encore qu'avant le terme de ce deuxième quinquennat, ce score sera atteint et largement dépassé. Monsieur le ministre, le portefeuille que vous détenez comporte également le sous-secteur de l'artisanat. C'est un sous-secteur qui emploie un Béninois, on va dire, sur 4, si je ne m'abuse. Par rapport à ce sous-secteur, c'est vrai que par le passé, les données ne sont pas aussi, disons, claires. Les artisans évoluaient un peu comme dans un environnement pas du tout ordonné. Vous avez opté pour l'assainissement en optant pour la qualification professionnelle. Nous allons suivre ce sujet qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le CQM, le certificat de qualification au métier. Nous sommes très contents, nous parents, aujourd'hui, parce qu'entre-temps, les temps passés, on ne faisait que doter comme si c'était une femme qu'on cherchait. Les patrons nous exigent. Jean Rekpazo est le père de l'un des candidats ayant composé à la session d'avril 2024 du certificat de qualification au métier. Aujourd'hui, il exprime son bonheur de voir enfin révolue l'époque où les apprentis en fin de formation étaient obligés de gaspiller plusieurs années encore à rechercher des moyens pour s'acquitter des exigences onéreuses que les patrons leur imposaient avant la délivrance des diplômes. Beaucoup parmi les filles, les garçons sont rentrés dans la recherche de l'argent pour venir acquérir leur diplôme. Ils sont perdus comme ça dans le monde, ils ne sont plus revenus pour avoir, c'est-à-dire l'avenir qui les attendait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons cette chance-là que le gouvernement nous ait apporté ce coup d'aide afin que nos enfants s'en sortent. Désormais, libérés du poids des demandes exorbitantes des patrons, les parents sont du coup plus disposés à envoyer leurs enfants en apprentissage. Et cette embellie n'est que le résultat des réformes mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer le CQM et en faire un outil de professionnalisation du secteur de l'artisanat au Bénin. Même les enfants qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, quand ils viennent chez nous, ils apprennent leur métier et ils reçoivent, après l'examen du CQM, ils reçoivent leur diplôme qui est reconnu par l'État. Tout est parti de la réforme qui a instauré la Chambre des métiers de l'artisanat, bras opérationnel du CQM, de son organisation à la délivrance du diplôme dans un nouveau format. Le CQM rénové a un cachet spécial. C'est que le format est unique sur le plan national. Donc c'est ce point fort que nous allons noter dedans parce qu'à travers les différentes réformes effectuées dans l'artisanat, ça a conduit à un diplôme. L'artisan au plus bas Bénin peut dire maintenant, moi-même je suis diplômé d'État. Et être approuvé par l'État à la fin de leur formation est un grand soulagement aussi bien pour les apprenants que pour les candidats au CQM. Nos patrons nous prennent en apprentissage et ne veulent pas nous libérer dans le seul but de nous exploiter à leur guise. Mais ce CQM vient mettre fin à tout ça. Moi, je viens composer ici pour avoir mon diplôme reconnu par l'État, car plusieurs postulent pour de l'emploi à l'étranger, mais ne sont pas retenus pour absence de pareil diplôme. Aujourd'hui, grâce au CQM, principal poteau indicateur de la réforme du secteur de l'artisanat au Bénin, les centres de formation professionnelle et d'apprentissage sont plus que jamais opérationnels. Par ailleurs, de 2021 à 2023, plus de 1800 artisans répartis dans 61 communes du Bénin ont reçu du Fonds de développement de l'artisanat des accompagnements en termes de formation à l'élaboration des plans d'affaires en vue de leur éligibilité au crédit. On a souvent des idées, mais on ne sait pas par où prendre pour s'en sortir. Et je crois qu'avec cette formation, nous allons pouvoir aller très loin. Nous sommes très contents de la formation que nous venons de recevoir. Grâce à cette formation, nous avons reçu beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on a appris un de plus de ce qu'on connaissait avant.
La vision à terme du gouvernement, c'est d'une part d'amener ces artisans à vivre de leur métier et d'autre part de les rendre compétitifs tant au Bénin que dans la sous-région. Vision sous-tendue par la réforme qui élève le certificat de qualification au métier au même rang que les autres diplômes délivrés par l'État béninois. Voilà, au bout de l'effort des artisans nantis de parchemin et la Chambre des métiers de l'artisanat à la manœuvre. Donc là. Monsieur le ministre Kérékou, le CQM, c'est le certificat de qualification au métier. C'est une réforme du régime du président Patrice Talon qui vient s'ajouter à une autre réforme, celle de l'opérationnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors, cette chambre-là était totalement dormante, il peut le dire, et vous l'avez ressuscitée, vous lui avez donné de nouveaux pouvoirs, n'est-ce pas? Effectivement, je dois dire que la Chambre des métiers de l'artisanat, la CMA, a été créée par la loi sur les cendres, j'allais dire, de ce qu'on appelait antérieurement l'UCIMB, l'Union des chambres interdépartementale des métiers du Bénin. Parce que le secteur de l'artisanat, beaucoup ne le savent pas, c'est un des meilleurs secteurs organisés dans le pays. L'artisanat, à l'endroit des téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre, je voudrais préciser que l'artisanat est structuré en 8 branches d'activité, en 40 corps de métiers et à plus de 175 métiers. Avant, c'était plus de 300 métiers, mais au niveau de l'UEMOA, selon la nomenclature des métiers de l'artisanat de l'UEMOA, donc commun aux 8 pays de l'espace UEMOA, les métiers ont été, j'allais dire, regroupés, mais il y a quand même 175 métiers. Et donc, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans le secteur. Là aussi, la réforme est passée. Nous avons créé la CMA par la loi pour nous conformer, entre autres, au règlement communautaire. Nous avons opéré 2 recensants qui nous a permis d'enregistrer plus de 450 000 artisans au registre biométrique des métiers. Il y a eu une élection pour élire les 80 élus consulaires à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et selon les statuts de la CMA, c'est la CMA désormais qui organise le certificat de qualification au métier avec le concours de la direction des examens et concours du ministère en charge de la formation professionnelle. Nous avons organisé un premier CQM rénové en octobre 2023 avec quelques 62 000 candidats. Le dernier CQM a été organisé en avril parce que le CQM, les dispositions légales prévoient que c'est 2 examens par an, en octobre et en avril. Le dernier CQM que nous avons organisé, que la CMA et la DEC ont organisé en avril dernier, a enregistré plus de 41 000 candidats dans 145 métiers différents. Justement, c'est pour dire que dans ce secteur également, il y a une réorganisation. Une réorganisation totale. C'est le seul examen au Bénin où vous pouvez composer dans votre langue maternelle. Voilà. L'examen ne se déroule pas exclusivement en français. Voilà. Vous êtes Ouaman, vous allez composer en Ouaman. Vous êtes Adja, vous pouvez composer en Adja. Vous êtes Yoruba, vous pouvez composer en Yoruba. Donc je dis le dernier examen, c'est plus de 41 000 candidats dans plus de 145 métiers. On a parlé des petites et moyennes entreprises, on a parlé de la promotion de l'emploi, on a parlé de l'artisanat. Vous qui êtes à la tête de ce département ministériel, comment est-ce que vous voyez les perspectives? Les perspectives, je suis d'abord un ministre par nature optimiste. Et à raison parce que
j'ai la chance d'être à la tête d'un important département ministériel qui adresse 3 sous-secteurs tout aussi importants les uns que les autres. Et j'ai aussi la chance et le bonheur que, à la vérité, tous les autres départements ministériels travaillent pour moi, j'ai envie de dire, sinon travaillent pour mon département, que ce soit le cadre de vie, l'économie, les finances, l'industrie, le commerce, etc. C'est transversal en sorte. Tout ce que le gouvernement fait, c'est pour promouvoir l'emploi. C'est pour promouvoir les PME et c'est pour promouvoir nos artisans. Donc, pour moi, les perspectives sont prometteuses. Nous n'allons pas arrêter de travailler avec acharnement pour l'atteinte de tous les objectifs fixés par le président de la République et contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Voilà. Mais les artisans se plaignent de ne pas être très promus. Les Béninois ne consomment pas vraiment les produits de l'artisanat du Bénin. Qu'est-ce que vous faites pour faciliter ça? C'est un important chantier. C'est un processus. De plus en plus, nos artisans, vous savez, on ne peut pas décréter la consommation locale. On ne peut pas forcer les Béninois à consommer. Mais par contre, nous pouvons encadrer, former nos artisans. Nous pouvons les inciter à produire avec plus de qualité, conformément au désir de leur marché. Parce que les Béninois veulent des produits artisanaux, mais des produits de qualité. Tout à fait. Voilà, Monsieur le ministre, merci. Merci, donc là, Abalo, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. On a pu continuer cette discussion tellement le département ministériel embrasse des sous-secteurs où beaucoup de Béninois sont en activité. On retient que l'espoir est permis pour les jeunes en quête d'emploi. Au Bénin, il y a des réformes qui sont en cours pour apporter un plus dans le quotidien de chacun. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à tous. À bientôt.